Il y a du monde qui trouve que j'ai un style qui dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est d'être dans une position de faiblesse face aux États-Unis à cause des libéraux de Carney-Trudeau. Extrait d'une publicité du Parti conservateur mise en ligne hier soir. Un Pierre Poilievre qui semble vouloir justifier le ton plus tranché que certains lui prêtent et qui s'en prend rapidement à Justin Trudeau et à Mark Carney, comme si l'issue du vote pour le chef de l'opposition officielle ne faisait aucun doute. Le choix du successeur de Justin Trudeau sera connu dans quelques heures. Hugo, Chantal, Michel, bonjour. 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 Bon, c'est pas fait encore, là, le vote n'est même pas terminé. Ça se termine à 15 h cet après-midi. Mais bon, dans la tête de M. Poilievre, l'opposant, il l'a déjà identifié. Qu'est-ce que ça vous dit, Chantal, de le voir partir comme ça tout de suite contre M. Carney? D'abord, ça me dit que si jamais il y avait une surprise plus tard aujourd'hui, j'essayais d'imaginer combien de publicités les conservateurs allaient devoir refaire parce que c'est pas seulement aujourd'hui qu'il fait comme si Mark Carney allait devenir le prochain chef du Parti libéral. Ça fait déjà 2 ou 3 semaines que ça dure. Et je l'ai pas vraiment entendu prononcer le nom de Karine Gould ou encore de Chrystia Freeland depuis ces semaines-là. Ce que ça me dit aussi, c'est que ces publicités sont néanmoins plus efficaces que les précédentes qui ciblaient le passé d'homme d'affaires de Mark Carney. Pourquoi? Parce que Pierre Poilievre reconnaît implicitement qu'il y a une grosse faiblesse dans sa candidature et c'est la perception que les gens ont de ce qu'il est. Je veux pas dire pas gentil, là, mais trop polarisant. Et il tente de transformer ça quelque part en force en disant vous trouvez que je suis raide, mais est-ce que vous voulez quelqu'un qui est pas raide devant Donald Trump? C'est nettement mieux ciblé que Carbon Tax Carney ou le sournois Carney, je sais pas qui est allé trouver cette idée-là, mais a envoyé faire autre chose dans la vie. Ouais. C'est un peu comme si, Hugo, c'est un peu comme si on voulait neutraliser cette image-là que les Canadiens semblent avoir de M. Poilievre, ou certains Canadiens semblent avoir de M. Poilievre. Oui, effectivement, parce que là, évidemment, les conservateurs n'ont pas le choix de revoir toute leur stratégie, là, évidemment, avec ce qui se passe aux États-Unis, le changement de chef à la direction du Parti libéral. Monsieur Carney, ben, il a bien réussi jusqu'à maintenant à montrer qu'il n'était pas le même que Justin Trudeau. Il avait pris, qu'il avait une certaine distance par rapport à ce qui a été réalisé par le gouvernement. Puis c'est surtout que son CV, ça l'a beaucoup aidé durant cette course au leadership, hein? Probablement qu'il ne serait pas dans la position où il est en ce moment si ce n'était pas des menaces de Donald Trump, de toute l'instabilité que ça crée. Il a su rappeler le fait qu'il était là durant la crise financière, qu'il était là durant le Brexit. Donc, effectivement, ça lui donne une certaine longueur d'avance et puis ça contribue justement à ce resserrement dans les intentions de vote qu'on voit. Puis ces sondages prospectifs là, où on essaie de voir s'il ferait le poids là, devant M. Poilievre, advenant qu'il soit élu chef. Là, maintenant, il faut voir est-ce que tout ça va se traduire en termes politiques. Est-ce que M. Carney va être capable de prendre ce CV qui est son meilleur actif puis faire en sorte que ça ait une résonance politique dans le discours, dans la stratégie, dans le choix des thèmes, etc. Puis ce qu'on a hâte de voir au cours des prochaines heures, effectivement, si tant est qu'il est effectivement élu, le discours qu'il va prononcer, la façon dont il va amener son approche, parce que jusqu'ici, on ne l'a pas entendu tant que ça, puis la course ne nous l'a pas non plus fait connaître peut-être autant que certains l'auraient espéré. Qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, Michel, dans le discours ce soir du gagnant, de la gagnante? Là, évidemment, M. Carney, il est perçu comme le meneur. Entendons-nous, là, ça n'a pas été, c'est pas tranché encore, mais il est perçu comme le meneur. Vous allez surveiller quoi, vous? Je vais surveiller 2 choses essentiellement. La première, c'est quelle distance il va mettre entre le gouvernement Trudeau et lui. C'est-à-dire que l'avantage qu'a M. Carney, à part son curriculum vitae, qui est impressionnant, il faut le dire, c'est de ne pas être un ministre de Justin Trudeau. Et donc, le vrai problème de Mme Freeland, c'est, je pense que c'est Chantal qui avait dit ça au panel un jour, c'est que si vous googlez sa photo, la moitié vont sortir et être à côté de Justin Trudeau. Alors, ça, et ça, lui, il n'a pas ce problème-là. Alors, ça, c'est la première. Quelle distance il va mettre? Deuxièmement, il va falloir qu'il travaille non seulement son français, mais sa connaissance de ce qui se passe au Québec. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. S'il dit que des platitudes une autre fois, ce ne sera pas un gros avantage pour lui. Bon. Chantal, ça, c'est si M. Carney l'emporte. Qu'arrive-t-il des autres derrière ça? Parlons surtout de Mme Freeland, Mme Gould, là, qui sont intéressées à poursuivre leur carrière politique. Est-ce que retrouvez-vous, elle, dans ce scénario-là, sous M. Carney?
Un mot avant ça sur la distance. Selon moi, la distance, on va la voir au cours de la semaine, quand il y aura un conseil des ministres. Ça m'étonnerait qu'on voit énormément de distance ou beaucoup d'autres choses que des platitudes dans un congrès qui est une réunion de famille. Karina Gould s'est bien illustrée pendant cette course dans la mesure où si, par exemple, M. Carney se casse la figure aux élections dans 2 ou 3 mois, c'est pas évident qu'il survivrait comme chef ou qu'il serait même intéressé à l'être pendant 4 ans ou même 2 ans. À partir de ce moment-là, le Parti libéral part à la recherche d'un chef pour reconstruire le parti. Elle a une longueur d'avance sur les autres candidats. Chrystia Freeland, complètement différent. Je crois, moi, que, et pas seulement pour des raisons de parité homme-femme au sein du futur cabinet, mais aussi parce que ce sont des ministres qui ont quand même joué des rôles importants dans le cabinet de Justin Trudeau. Je crois qu'on va les retrouver au Conseil des ministres. Je ne m'attends pas à revoir Mme Freeland aux finances. Je pense qu'il y a un consensus qui dit que Dominique Leblanc va être maintenu dans ce poste-là, mais je m'attends à revoir les deux au cours des prochaines semaines. À quel point, Hugo, cette course-là, évidemment, bon, vous parliez du CV tout à l'heure de M. Carney, ça l'a clairement aidé. Il y a aussi toute la dynamique qui a été imposée par l'arrivée de Donald Trump de l'autre côté de la frontière. Ça a changé la donne pour les libéraux, ça. Bien, c'est la donnée fondamentale de cette course à la direction. Là, c'est sûr que si M. Trudeau était parti plus tôt, là, disons l'été, l'automne dernier, avant l'élection de Donald Trump, et qu'on avait eu une course peut-être plus longue avec plus de candidats, bien, ça aurait porté sur probablement des enjeux propres au Parti libéral et puis à la gouvernance au Canada, plus à gauche, plus à droite, plus d'États, moins d'États, plus inclusif, moins inclusif, etc. Là, bien, essentiellement, tous ces sujets-là ont été relégués à l'arrière-plan, puis semblaient même pratiquement insignifiant là, dans le contexte où il y a cette rhétorique très forte qui vient des États-Unis sur, par exemple, le 51e État, l'annexion. Bien, forcément, ça met les choses en perspective. Et puis, bien, paradoxalement aussi, c'est ce qui a permis au Parti libéral de reprendre un peu du poil de la bête là, dans les derniers sondages, puis de créer une certaine forme d'unité au Canada comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. Donc oui, c'est ça la donnée fondamentale de cette course-là, puis du bref mandat qui débute là, pour le prochain chef libéral d'ici les prochaines élections. Oui, bref mandat, effectivement. Un mot, Chantal, et ensuite Michel, sur ce que l'on va retenir de M. Trudeau, parce que l'arrivée du successeur, c'est aussi le départ de M. Trudeau. Faut pas l'oublier. Chantal, qu'est-ce qu'on retient de Justin Trudeau? J'ai couvert le départ de Pierre Trudeau, Brian Mulroney, Jean Chrétien, Stephen Harper, et ce qu'on a retenu d'eux n'était jamais aussi apparent le jour de leur départ que 3, 4, 5 ou 6 ans plus tard. Et ils sont tous partis avec leur parti dans un état plus ou moins intéressant. Jean Chrétien est l'exception, mais néanmoins, il y avait beaucoup de gens qui trouvaient qu'il avait attendu trop longtemps avant de partir. Donc, je crois que de Justin Trudeau, on va retenir des mesures sociales, certainement, l'avancement de beaucoup de femmes au niveau de la haute fonction publique et ailleurs, et son départ. Qui sait, parce que Michel parlait d'établir de la distance. Il y a moins besoin de distance entre le Justin Trudeau qu'on voit depuis 2 mois que le Justin Trudeau qu'on voyait avant sa démission. Il laisse ces 2 derniers mois, il y a des gens, je pense, qui se sont réveillés ce matin en se disant, pris comme on est pris avec Donald Trump, on serait peut-être mieux avec Justin Trudeau qui a de l'expérience qu'à mettre à l'épreuve un nouveau chef. Ça dit quelque chose sur les 2 derniers mois. Ça ressemble un peu à Jean Chrétien, qui, à la fin, était réussi. Il avait monté à 55 % au Québec, Jean Chrétien, à la fin. Pourquoi? Parce qu'il avait refusé de participer à la guerre en Irak, parce qu'il avait fait le financement populaire. Alors, on en reparlera, mais je crois qu'il va quand même rester, comme dans le cas de Pierre Trudeau, de Brian Mulroney et de Jean Chrétien, il va rester des traces durables du mandat de Pierre Trudeau, et elles ne seront pas toutes négatives. De Justin Trudeau. Michel, c'est vrai que d'habitude, l'histoire est davantage favorable à ça. Qu'est-ce que vous allez retenir, vous, de Justin Trudeau? C'est quelque chose qui n'est peut-être pas très important au Québec parce qu'il y avait
un programme bien établi et qui a servi quand même un petit peu de modèle à celui qu'ils ont fait. Mais la question des garderies était un problème majeur dans les finances des familles au Canada. Et je pense que toutes les mesures, en plus des garderies, qui ont touché les familles. Bon, les soins dentaires, c'est une initiative aussi des néo-démocrates, mais ils l'ont fait quand même. Toutes ces choses-là, c'est vrai que ça amène des dépenses, c'est vrai, mais ça donne au Canada un filet social beaucoup plus fort, beaucoup plus étendu que celui qu'il avait au départ. Et je pense que malgré le déficit qu'il laisse, parce que ça n'a pas été sa grande préoccupation, disons-le, il laisse un filet social en bien meilleur état qu'il l'a pris. Bon. M. Trudeau, la semaine dernière, a été salué pour ce discours, cette réplique qu'il a livrée à M. Trump. La semaine passée, M. Trump, à tous les jours, parlait de tarifs. On en a eu avancé, tarifs, recul, assouplissement, tarifs de nouveau le lendemain, encore vendredi. On attend des tarifs peut-être sur le secteur laitier, le bois d'œuvre, lundi ou mardi. On verra. Hugo, comment est-ce que les gouvernements, le fédéral et le gouvernement du Québec, ont réussi à naviguer, d'après vous, cette incertitude-là la semaine dernière? Bien, il y a une certaine forme de victoire là, de constater que les tarifs sont encore repoussés à l'avenir. Visiblement, on a su peser sur les bons boutons. Il y a ça. Aussi le fait qu'on a vraiment l'impression que ça se dégonfle un peu côté américain. Là. Il y a déjà eu le premier report des tarifs le mois dernier. Là, cette semaine, on a vu tous les soubresauts avance-recul. Et là, on avait beaucoup ce discours après l'élection de Donald Trump de dire « Ah, voyez, le deuxième mandat va être très différent. M. Trump arrive préparé, il a un plan, il va être très déterminé. Tous les gens autour de lui pensent exactement de la même façon que lui. Alors, il va vraiment atteindre tous ses objectifs. » Mais là, peut-être relativiser un peu cette interprétation-là parce que la détermination a peut-être été un peu surestimée. Puis surtout, M. Trump, oui, c'est vrai, c'est entouré de gens qui lui sont favorables, mais il y a quand même d'autres voix qu'on a entendues côté américain qui pèsent assez lourd. Là, quand les constructeurs dans le secteur automobile font valoir ces milliers, dizaines de milliers de pertes d'emplois en lien avec les tarifs, forcément, M. Trump se retrouve ébranlé. Et là, c'est assez drôle de voir M. Lutnick dire, là, peut-être qu'on pourrait trouver un compromis. Si on vous donne moins de tarifs, peut-être que vous pourriez enlever vos contre-tarifs, comme si on avait fait preuve d'une certaine naïveté, le côté américain, de penser qu'on pouvait simplement tout imposer ça, qu'il n'y aurait pas de réaction, puis que la chose allait être acceptée. Ouais. Michel, on a l'impression que la réalité rattrape un peu M. Trump là-dessus. Oui, la réalité rattrape M. Trump. Tous les économistes, tous les gens du secteur économique disent une guerre commerciale, il n'y a jamais de gagnant. Les tarifs, ils vont contribuer à l'inflation. Et le problème de M. Trump, c'est qu'il a été élu essentiellement sur des questions économiques, sur l'inflation, dont M. Biden ne s'était pas occupé beaucoup. Et là, il est en train de faire la révolution MAGA, dont les Américains ne veulent pas nécessairement. Alors, c'est là qu'est le problème, l'espèce de détournement de mandat de M. Trump. L'autre chose, c'est qu'il change d'idée comme il change de chemise. Ça, c'est un fait. Moi, j'entends la voix de Kamala Harris qui disait « It's a non-serious politician ». C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Et je pense qu'il le démontre ces temps-ci. Et on voit aussi la force des lobbies aux États-Unis. Quand trois grands constructeurs automobiles descendent, disent, écoutez, là, ça ne marchera pas, cette affaire-là. Dans la minute, le président enlève ses tarifs sur le secteur d'automobile. Il y en a pas mal de monde qui ont des bons lobbies aux États-Unis. Alors, M. Trump sera aussi bien de faire attention à ça. Oui, effectivement. Chantal, il nous reste une quarantaine de secondes. Comment le Canada a-t-il tiré son épingle du jeu la semaine dernière? Le Canada a et peut-être va tirer son épingle du jeu parce qu'on vient de passer un mois à préparer l'opinion publique canadienne à ce que ça fasse mal, mais au nom de la souveraineté du Canada. Tandis qu'aux États-Unis, cet exercice-là n'a pas eu lieu. Le résultat, c'est que la classe politique canadienne a l'opinion publique derrière elle, même si ça coûte quelque chose. Tandis qu'aux États-Unis, l'opinion publique est complètement divisée et même des gens qui ont voté pour Donald Trump disent « on n'a pas voté pour ça ». Alors, entre les deux, on est dans le moment dans une meilleure position stratégique, sinon économique. Bon, suite des choses, parce que ça n'a pas l'air terminé, cette histoire de tarifs-là. On va suivre ça. Hugo, Chantal, Michel, excellente fin de journée, puis on se reparle du prochain chef ou de la prochaine chef la semaine prochaine. Bye-bye. À bientôt. Au revoir.